La responsable des questions humanitaires à l'ONU, Valérie Amos, est arrivée aujourd'hui en Syrie pour préparer la visite de Kofi Annan. L'envoyé spécial des Nations Unies et de la Ligue arabe est attendu samedi à Damas. La représentante de l'ONU a pu pénétrer durant moins d'une heure dans le quartier de Bab Amer à Homs, le temps de constater que ce secteur était aujourd'hui presque vide de toute population. Sur le terrain, l'offensive des forces armées pro-Assad sur la ville d'Idleb, près de la frontière turque, semble se confirmer, alors que les ONG libanaises enregistrent une augmentation sensible du nombre des réfugiés, pour la plupart en provenance de la région de Homs. La compagnie Air France a annoncé suspendre jusqu'à nouvel ordre ses liaisons aériennes avec Damas, une décision qui intervient au lendemain de la fermeture de l'ambassade de France en Syrie. 6 soldats britanniques de la coalition sont portés disparus en Afghanistan. Les militaires effectuaient une patrouille dans le sud du pays, dans un secteur tenu par les talibans, lorsque leur char a explosé sur une mine artisanale. Les corps des militaires n'ont pas pu être récupérés. Ces morts portent à plus de 400 le nombre de décès enregistrés par les soldats britanniques depuis le début du conflit il y a 10 ans. Le convoi de déchets nucléaires en provenance des Pays-Bas est arrivé sous bonne escorte dans la Manche pour être retraité à La Hague. Selon Greenpeace, Areva a avancé l'arrivée de son train pour échapper aux manifestations des anti-nucléaires. Plusieurs associations, à l'instar du réseau Sortir du nucléaire, avaient appelé à manifester au passage de ce convoi à quelques jours de la date anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Plusieurs actions sont d'ailleurs programmées ce dimanche et notamment une chaîne humaine qui doit relier quelques-uns des principaux sites nucléaires de l'Hexagone. Jean-Claude Masse est en prison. Le principal prévenu dans l'affaire des prothèses mammaires défectueuses a été placé en détention pour ne pas avoir versé sa caution. Le 26 janvier dernier, l'enquête s'accélère. Perquisition, garde à vue. Après plusieurs heures d'audition, Jean-Claude Masse est mis en examen pour blessures involontaires. Mais il ressort libre le soir même du palais de justice. Ce jour-là, le juge décide de le placer sous contrôle judiciaire. L'ancien dirigeant de PIP s'engage à verser 100 000 € échelonnés sur plusieurs mois afin de garantir le paiement des indemnités aux victimes. Mais il ne se conforme pas à cette obligation et c'est la case prison. Depuis hier soir, il est incarcéré aux Baumettes. Une attitude qui ne surprend pas cet avocat. Sur son bureau s'accumulent des dizaines de dossiers de victimes. Pour lui, ce nouvel épisode est révélateur du cynisme de Jean-Claude Masse. Jean-Claude Masse a voulu encore une fois jouer. Il s'est moqué des victimes, il s'est moqué du juge, il a perdu. Et aujourd'hui, il aurait dû payer 25 000 € le 26 février, il ne les a pas payés. La sanction est immédiate, la détention. Mais là, ce n'est pas seulement les victimes qu'il a trahi, c'est la confiance du juge d'instruction qui lui avait dit « je vous laisse dehors à la condition que vous payiez cette caution ». S'il se résout à verser cette caution, Jean-Claude Masse pourrait être remis en liberté dans quelques jours, voire quelques heures. Mais son avocat ce matin n'a souhaité faire aucun commentaire. Va ranger ta chambre. Ce leitmotiv parental a peut-être enfin démontré sa vraie valeur en Écosse, où ranger sa chambre peut rapporter gros. Comme tous les adolescents, Ryan rechigne à ranger sa chambre quand sa mère lui demande. Mais quand le jeune homme s'y met pour de bon, il est bien vite récompensé par une heureuse découverte. J'ai trouvé 10 ou 12 billets de loterie. J'allais les jeter, mais quelque chose m'a poussé à les vérifier. Eh bien, heureusement que je l'ai fait. Heureusement, c'est vrai. Ryan se rend alors chez le buraliste et la surprise, il y a un billet gagnant de 63 000 €. Ça faisait 2 semaines que je le tannais pour ranger. Il n'arrêtait pas de me dire « oui, je vais le faire ». Je suis si contente qu'il ne les ait pas jetés. Ryan a offert un voyage à ses parents et une nouvelle voiture à son frère. Et si finalement la morale de cette histoire était « ranger plus pour gagner plus ». Les îles Marquises et leurs richesses naturelles n'auront peut-être bientôt plus de secrets pour les scientifiques. Une équipe internationale vient de tenter de répertorier les nombreuses espèces marines que compte cet archipel. Les Marquises, à l'opposé de l'Europe, de l'autre côté du globe. Une terre française, ou plutôt 13 îles perdues au milieu de l'océan Pacifique. Et par manque de brise, le temps s'immobilise. Aux Marquises. Autour de ces îles chères à Jacques Brel, durant 4 mois, une quarantaine de chercheurs représentant 14 instituts internationaux a embarqué sur le navire océanographique Braveheart. Des centaines de plongées le long des côtes, ou encore dans des grottes sous-marines.
Un programme d'exploration encore jamais réalisé à cette échelle en Polynésie. Le but, mieux connaître le patrimoine marin, répertorier les espèces, algues, poissons, invertébrés, dont la plupart sont endémiques des lieux, c'est-à-dire qu'elles n'existent qu'ici et nulle part ailleurs dans le monde. C'est des endroits où jamais personne n'a plongé, où je dirais que très peu de monde sait ce qu'il y a, vraiment, même très peu de monde sait que ça existe. En Méditerranée, en 2000 ans de recherche, 500 espèces ont été répertoriées. Aux Marquises, en 4 mois, cette mission a déjà permis d'en recenser 450, dont une quarantaine de totalement inconnus. Et l'aventure scientifique ne fait que commencer. Il faudra des mois pour étudier chaque spécimen, le décrire et faire parler son ADN. Des travaux qui devraient contribuer à faire classer l'archipel des Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ne dites pas que c'est un gâteau, c'est un sandwich au chocolat et à la vanille, selon une recette vieille de très exactement 100 ans. Oreo est l'un des biscuits les plus célèbres au monde, vendu dans plus d'une centaine de pays. Un siècle après sa création à New York, il est le cookie numéro 1 aux États-Unis et pour ainsi dire un emblème culinaire. Son nom est même entré dans le vocabulaire familier à la faveur de la lutte pour les droits civiques. Oreo était une insulte dans la communauté noire américaine pour désigner ceux que l'on accusait d'être un peu trop blancs à l'intérieur.